Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition du Journal des Sports, un JT Sport spécial Forêt d'Orient puisque l'actualité d'aujourd'hui sera principalement tournée sur le parc naturel régional. Et pour cause, tout d'abord parce que ce soir, nos invités, ce sont les responsables du golf de la Forêt d'Orient avec eux nous évoquerons le club mais aussi ce magnifique domaine. Mais il y avait aussi au cœur du parc ce week-end la tenue du 7e triathlon des lacs à Lusigny-sur-Barse. 550 triathlètes avaient répondu présent à l'appel du TOS-Tri qui organisait une épreuve toujours très prisée par les spécialistes. À Ménil-Saint-Père ensuite, pour la deuxième fois consécutive, le lac de la Forêt d'Orient accueillait les championnats de France de voile de croiseurs légers. Puis enfin, pour boucler ce journal, nous sortirons du parc naturel de la Forêt d'Orient pour parler handball avec ce week-end les finales de Coupe de l'Aube et notamment la Super Coupe mettant en prise Rosières et Romilly. Mais avant tout cela, commençons ce journal par du triathlon avec la 7e édition dimanche du toujours très attendu triathlon des lacs, disputé donc autour du lac de Lusigny-sur-Barse. 550 concurrents attendus pour prendre la relève de Grégory Bouthier, le vainqueur de l'an dernier. Dès le départ de ce 7e triathlon des lacs, deux hommes se détachent en tête. Il s'agit d'Anthony Pagnier du Metz Tri et de Tom van der Hoogstraat, un triathlète belge. Les deux concurrents font rapidement le trou avec le reste des poursuivants. Lors de la première boucle après 1500 mètres, ils sont toujours ensemble, suivis à distance par Benjamin Pernet du Triathlex. Ouais, on a fait une bonne partie de natation, je ne savais pas du tout qu'il nageait si vite, donc je suis parti dans ses pieds, j'ai fait un tour dans ses battements. Pagnier et van der Hoogstraat finissent donc leurs 3000 mètres ensemble bien détachés du peloton des favoris. Et c'est avec une bonne marge d'avance qu'ils entament les 83 km de vélo. Là aussi, sur un parcours plutôt plat, les deux triathlètes ne se lâcheront pas. Et entre eux, jamais plus de 4 mètres d'écart. Une chose est sûre, vu l'écart entre eux et le reste des concurrents, le vainqueur est là. Pour les Aubois, c'est plus difficile, même si Michon et surtout Julien Fourier font un véritable numéro à vélo, et notamment à Doche, sur les deux côtes du parcours. À la fin du parcours vélo, Pagnier arrive en tête devant van der Hoogstraat. Le Messin crée même un petit écart lors de la transition vélo course à pied où le Belge met un petit peu plus de temps pour chausser les baskets. Pagnier prend 15 secondes d'avance et durant 4 km, le Mosellan est serein. Mais c'était une façade car derrière, le Belge van der Hoogstraat hausse le rythme et passe devant. Il ne sera plus revu et s'impose en 3h58 31 secondes. Au début de la course à pied, j'ai eu beaucoup de mal, probablement à cause de la chaleur. Heureusement, je suis revenu progressivement et j'ai gagné. Je suis très content. Pagnier termine donc deuxième après une belle course passée la majeure partie à l'avant. Au moment où il m'a doublé, j'ai pas cherché à suivre parce que c'était un coup à complètement exploser et puis à rester sur le bord de la route. Donc j'ai gardé mon allure en essayant de le laisser partir le moins vite possible. Et puis ça a payé parce que j'arrive à contenir le retour de José. Donc après c'était le podium. Les Aubois peuvent se consoler malgré des crampes au mollet. Julien Fourier s'accroche et arrache une belle 5e place. Cela lui permet d'être sacré champion de Champagne-Ardenne de triathlon. En course à pied, je suis parti 5e et à ma grande surprise, j'ai réussi à tenir la 5e place et donc je suis assez content. Sébastien Michon termine 9e chez les femmes. Satisfaction chez les Belges car avec le sacre de van der Hoogstraat, on peut ajouter celui de Jocke Huisman. Je vous le disais en ouverture de ce journal, toujours dans le parc naturel de la Forêt d'Orient, les championnats de France de voile croiseurs légers faisaient une nouvelle fois halte à Ménil-Saint-Père pour la seconde fois consécutive. L'occasion de démontrer pour l'organisation d'un certain savoir-faire. Chez tous les concurrents, comme pour les organisateurs, le souvenir de l'édition 2010 était encore vivace. Pas ou peu de vent, très peu de soleil, les régatiers avaient au final très peu goûté le lac de la Forêt d'Orient. Heureusement, la Fédération française de voile avait décidé de redonner sa chance au comité de l'Aube en organisant pour la seconde fois consécutive les championnats de France de croiseurs légers sur le plan d'eau du lac de la Forêt d'Orient. Il faut dire que cette fois-ci l'édition 2011 fut repoussée d'1 mois par rapport à l'an dernier, ce qui explique en grande partie le changement des conditions climatiques.
Ces championnats de France avaient de surcroît une très belle participation au niveau des concurrents. Le niveau est très disparate. On a des équipages qui se classent dans les tout premiers des championnats du monde, des championnats d'Europe. Et puis on a d'autres personnes où c'est leur premier championnat. Donc le niveau est très hétérogène. Parmi ces participants dans la catégorie R2 micro-prototype, quelques-uns se détachaient nettement. L'équipage pangolin a longtemps fait figure de favori puisqu'il avait gagné l'an dernier sur ce même plan d'eau. Il y a pas mal de vent, du coup ça change par rapport à l'année dernière. C'est pas les mêmes conditions, c'est pas le même championnat. Et puis voilà quoi, non c'est assez technique. Les adversaires ont bien progressé, du coup c'est moins facile de gagner. Et voilà, on attend de voir la suite quoi. En tête du Tour de France micro-prototype et à la lutte avec Nicolas Pierrot sur ce championnat de France, Philippe Benaben avait aussi de belles ambitions. On est venu ici pour être, je sais pas, entre les 3 premiers quoi. Il y en a un de nos adversaires directs qui a fait son mât ce matin, donc ce qui fait qu'il nous en reste. Et là, ça se bat entre 3 bateaux. Philippe Benaben achèvera finalement son parcours en 6e position. Nicolas Pierrot terminera 2e. C'est Yann Platier sur Cappuccino qui s'imposera finalement dans cette catégorie R2 micro. Les sports collectifs terminent peu à peu leur saison et notamment le handball avec la tenue ce week-end à la Salganne, à Saint-Julien-les-Villottes, des finales de Coupe de l'Aube. À cette occasion, 2 formations se disputaient la Super Coupe de l'Aube masculin plus de 18 ans, Rosières-Saint-Julien et Romilly qui se rencontraient donc en finale pour un titre très convoité. Épilogue de cette journée entièrement consacrée au handball, la finale de la Super Coupe de l'Aube entre Rosières, Saint-Julien et Romilly. Les Romillons qui attendaient depuis longtemps, toujours très impatients, cette compétition car il est de tradition au RH de faire jouer les anciens. Rien d'étonnant à voir Christian Montagu, Yann Munier ou bien Fabrice Beuve rechausser les baskets pour l'occasion. On avait une équipe d'anciens, on essaye d'en profiter. Bon, on n'a pu en profiter que sur un seul match. Je regrette le manque de matchs en coupe. Beaucoup de clubs ne la font plus, ni en tout cas la Super Coupe. On s'est retrouvé à 2 équipes pour faire que la finale. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire plusieurs matchs, au moins 3-4 tout au long de la saison et de profiter du plus qu'est la Coupe ou la Super Coupe. Mais voilà, du côté Senseo-Caillotin, on prend l'affaire très au sérieux. Et grâce à leurs jambes de feu, ils veulent faire la différence face à l'expérience romillonne. Sanguinette et ses partenaires n'ont pas vraiment de chance non plus, puisque dans les buts de Rosières, Thibaut Mayayo fait un festival et arrête tout. Pourtant, à la mi-temps, il n'y a que 4 buts d'avance pour les Verts, 12-8. La différence va se faire en seconde période, Romilly achevant de craquer physiquement. Bazin et ses partenaires peuvent alors, sans se prendre la tête, se diriger vers un trophée largement mérité et redonner donc un peu de lustre au club après plusieurs finales perdues dans la journée. Ah oui, c'est sûr, c'était pas terrible, 2 sur 5 je crois, donc bon. C'est tout, il y a des années où ça va, des années où ça va un peu moins, c'est tout, c'est comme ça. Malgré plusieurs Super Coupes de l'Aube gagnées par le passé, Romilly a donc fini par s'incliner devant la jeunesse Senseo-Caillotin, mais le RH a déjà promis de revenir. Je vous le disais lors du sujet précédent, la saison des sports collectifs se termine et c'est l'heure des bilans. L'occasion pour les stacks de faire le point sur une saison contrastée. Reportage. Finalement, le bilan de l'Estac aura été tel que l'attendaient les dirigeants, même si finalement, il fut un peu long à se dessiner. Depuis le début de la saison et le retour en Ligue 2, les dirigeants n'oublièrent jamais de rappeler qu'ils revenaient de National et que l'objectif de cette saison 2010-2011, malgré le retour de Jean-Marc Furlan, restait le maintien. C'est tellement vital, et encore jusqu'à 2012, et on le sait, le président l'a évoqué par rapport aux droits télé, par rapport à l'incertitude qu'il y a sur le monde du football en termes économiques, que c'est vraiment capital jusqu'en 2012 de se maintenir en Ligue 2 parce que c'est vital. Pour nous, c'était une épée de Damoclès au-dessus de la tête tellement importante qu'on est soulagé d'avoir obtenu. Pourtant, au soir de la 9e journée, après une série de 6 victoires en 7 matchs, l'Estac se retrouvait en tête du championnat de Ligue 2 après une victoire à Dijon. S'en suivit un long tunnel de 10 matchs sans victoire. L'Estac renouait ensuite avec le succès en s'imposant à Nantes en janvier et à domicile contre Metz. Le club troyen
termina ensuite très difficilement son championnat en s'imposant dans un match capital contre le Havre le 6 mai dernier. Ça a été le tournant, évidemment, parce que les joueurs ce groupe-là avait la valeur technique et tactique, ils l'ont prouvé, et je n'en savais rien en début de saison en arrivant ici, pour se maintenir. Ce n'est que justice aux yeux de tous nos concurrents en Ligue 2 que 3, par rapport c'est ce qu'ils me disent, par rapport au jeu développé, par rapport à la cohésion et à la solidarité de cette équipe, ce n'est que justice. Donc je vous réponds que c'est injuste qu'on doive aller chercher notre maintien au Havre. Il subsiste beaucoup de déceptions de ce championnat 2010-2011. En premier lieu, Bézaz, l'ancien milieu de terrain strasbourgeois, n'a jamais été en mesure de concurrencer Sissoko côté gauche. Bézaz, c'est une déception sans l'aide parce que on sait qu'après un croisé, c'est toujours long à revenir. Ça dépend du physique du joueur et du caractère du joueur. Tu vois, Greg Bettiol, il a mis 18 mois à revenir, alors que c'est une force de la nature. Donc moi, 1 an pour revenir pour un gars qui s'est fait un croisé, ça ne me choque pas. C'est vrai qu'on comptait beaucoup sur lui. Grax, c'est aussi une énigme cette saison, mais pour ce joueur, Jean-Marc Furlan a une explication. Je n'avais pas du tout anticipé, spéculé, prévu que Sébastien Grax soit opérationnel de suite. Pour moi, dans mon idée, c'était convaincre Sébastien Grax pour qu'il nous fasse une bonne saison 2011-2012. C'est ça dans ma tête. Et je lui ai dit. Seulement lui, il était tellement tendu, il voulait tellement rendre au public, tellement rendre aux dirigeants qui lui ont fait confiance, qu'il s'est précipité dans sa préparation et c'est peut-être pour ça qu'il s'est blessé. Reprise de l'entraînement le 22 juin prochain avant d'enchaîner avec un stage sur les hauteurs de Morzine, puis viendra le premier tour de la Coupe de la Ligue fin juillet. Allez, le football n'était pas totalement fini puisqu'il y avait encore le championnat de France en CFA 2. Regardons ce qu'a fait l'Estac B. Eh bien, une défaite pour terminer donc la saison face à l'équipe de Saint-Louis. Une défaite 2-1 à domicile, malheureusement. Du côté de Strasbourg, victoire face à Solongé, 3-2 et Dijon l'a emporté facilement face à Jarville, 2-0. Au classement, l'Estac termine finalement 7e et c'est normalement l'Union de Sarre qui monte à l'échelon au-dessus, c'est-à-dire en CFA. Avant de parler golf, un mot de cyclisme avec dimanche la victoire pour les coureurs du CC Charlotte au championnat de Champagne de Montmorency-Beaufort dans l'Aube. Romain Villa s'est imposé devant ses compatriotes de club Julien Rabot et Thibaut Villa. On parle de la petite balle blanche après avoir parlé de la grosse en compagnie des responsables du golf de la Forêt d'Orient. Je me tourne tout de suite vers Christophe Ekman, le directeur du domaine du golf de la Forêt d'Orient. Bonsoir Christophe. Bonsoir David. Vous avez repris l'activité en 2008 lors du golf de la Forêt d'Orient. Quel chantier, lorsque vous êtes arrivé, vous avez en priorité, vers quel chantier vous vous êtes tourné ? Écoutez, c'était pas prévu au départ, parce que c'est vrai qu'en 2006, on a racheté l'hôtel et le golf était autour. Était prévu avec ? Enfin non, justement, il n'était pas prévu avec. Et donc 2 ans après, on a fait le choix, en effet, d'en faire l'acquisition. Et parce qu'en termes de qualité, à l'époque, ça ne répondait pas tout à fait à la demande des clients et de nos abonnés. Donc 2008, reprise et une belle aventure. Donc il a fallu remettre un petit peu en état, faire quelques investissements au niveau du terrain et de remettre en place une structure avec de l'enseignement pour de la formation et mettre en place toute une politique commerciale pour créer des abonnements, pour créer une école de golf et trouver également donc des touristes qui viennent golfer en Champagne-Ardenne et principalement dans l'Aube, et encore mieux à Rouilly-Sacé. Est-ce que le client de l'hôtel est un golfeur ? Alors, tous les clients de l'hôtel ne sont pas golfeurs, mais on a une partie de nos clients, bien entendu, qui viennent séjourner chez nous pour profiter de nos infrastructures et du golf notamment. Avec nous, Pascal Girardel, le président de l'association du golf de la Forêt d'Orient, l'association sportive GFO. J'ai tout bon, tout Pascal. à fait. Merci, David. Alors, quand Christophe Ekman a repris le domaine de la Forêt d'Orient, donc vous étiez déjà le président ? Non, j'ai été président depuis 2009. C'est sur un mandat de 4 ans. Donc j'ai succédé à Véronique Pescarolo, qui avait œuvré aussi pendant 4 ans auparavant. Nous avions un golf dans un état que nous connaissions avec certaines incertitudes. Donc l'association sportive était là pour supporter l'ensemble des gens qui voulaient conserver leur abonnement au niveau du golf, avant effectivement l'arrivée de la reprise par M. Ekman et sa famille.
Et depuis, effectivement, nous constatons une évolution très importante du nombre de licenciés qui est due aux différentes opérations qui ont été organisées, notamment tous au golf. Les attraits aussi, dont parlera peut-être Christophe tout à l'heure, les nouveaux attraits qui sont donnés maintenant aux joueurs pour pouvoir accéder à ce sport qu'on a cru très longtemps, qu'on croit encore trop souvent comme étant très éloigné de la normale, inaccessible, alors qu'on pourra le montrer tout à l'heure, c'est de plus en plus accessible et de plus en plus ouvert aux jeunes. D'accord. C'est important tous ces changements parce que la concurrence est rude avec le golf de la Cordelière ou le golf de l'Ermitage. Il fallait absolument... Alors oui, on peut dire que la concurrence est rude. Oui et non, au contraire. Plus il y a de golf, plus ça fédère l'envie en fait de se mettre à ce sport. Si vous voulez, par rapport à la moyenne nationale, où on remarque que la France doit avoir aujourd'hui 407 000 licenciés, qui représentent 0,64% de la population, sur l'Aube, nous sommes qu'à 0,41% malgré nos 3 golfs. Donc on a encore de la marge. Ce qui est très important aujourd'hui, ce n'est pas de se faire la concurrence entre golf, mais c'est donner l'envie aux gens de jouer au golf et de se mettre au golf. Et les différentes opérations que nous avons apportées depuis 2 ans, le travail qui a été fourni par l'hôtel et par les pros, je les en remercie, ont permis de fédérer, de fidéliser un ensemble de golfeurs qui sont passés d'un passe-golf, dont on parlera tout à l'heure, à des joueurs convaincus en fait des bienfaits de la petite balle. Nous avons fait de la création de licences pendant 2 années, soit à peu près 190 nouveaux licenciés. Il y a des gens qui changent de golf, mais là, on a donné envie à des gens qui ne connaissaient pas du tout le golf, à des néophytes, de devenir golfeurs. Et ça, c'est vraiment un très gros succès. Alors, Christophe, on en parlait tout à l'heure, le pass golf, c'est quelque chose de vraiment très intéressant que vous avez mis en place quasiment lorsque vous êtes arrivé. Oui, pratiquement au démarrage, en effet. Comme le disait Pascal, justement, l'objectif n'était pas de reprendre tout compte fait la part de gâteau des autres golfs, mais réellement de créer. Et on s'est placé un petit peu en tant que consommateur, et comme c'était un nouveau métier pour nous, on s'est posé des questions et à se dire est-ce que le golf est tout compte fait un sport toujours fermé ou est-ce qu'on essaie de le démocratiser? Et à partir de là, on a fait un constat et on a mené donc le pass golf, qui est en fait un stage de 4 mois. Pendant 4 mois, vous avez toute une formation, on vous prête le matériel et vous avez accès au parcours. L'objectif de ce stage pour jouer au golf, c'est un petit peu comme le permis de conduire. On a des heures de conduite et on a un test. Là, c'est pareil, si vous voulez, le permis golf, à la sortie, ça se traduit par la carte verte. Donc vous avez une séance, tout un stage pendant ces 4 mois, avec l'examen final qui vous donne accès au parcours et aux différents parcours en France. Pour seulement 59 € pendant 4 mois. Exactement, voilà. Donc 59 € par mois. Si on compare ça aujourd'hui à quelqu'un qui fume, c'est moins d'un paquet de cigarettes par jour. Et c'est moins cher qu'un abonnement téléphonique. Voilà. D'accord. Je vais demander à Wilfried de passer derrière nous avec le micro. Et je vais mettre Stéphane à contribution pour montrer un petit peu la technique de putting. En attendant, j'ai encore beaucoup de choses à vous poser comme question, Christophe, notamment la venue en septembre. Allez-y, vous occupez pas de nous. En septembre, je crois que vous avez le projet de faire venir un joueur confirmé pour comment dire... populariser le golf, si besoin était. Oui, en effet, dans le cadre de notre adhésion Best Western, qui est une chaîne nationale pour l'hôtel, on sponsorise en fait un joueur, un 4e joueur national, Jean-Baptiste Gonnet. Et donc ce n'est plus un projet, mais c'est réellement abouti. Il viendra donc courant septembre pour justement, on crée un événement avec les enfants. On a 80 jeunes à l'école de golf. Plus nos abonnés, on va créer un événement autour de lui et une nouvelle fois sur la formation et de l'accompagnement sur le parcours. Donc il y a tout un événement, un tirage au sort également, parce que des personnes peuvent gagner un parcours accompagné avec Jean-Baptiste. D'accord. Wilfried est avec nous sur l'atelier de putting. Bonsoir déjà Wilfried, on ne s'est pas encore parlé. Vous allez nous détailler la technique de putting de Stéphane Albo, l'autre enseignant du domaine du golf de la Forêt d'Orient. Alors comment fait-on ou comment devient-on un bon putter, Wilfried ? Alors, pour être un bon putter, il faut des qualités humaines importantes, c'est-à-dire de la patience, de la persévérance, parce que cette activité demande précision et calme. Stéphane va vous montrer sa manière de putter. Alors, est-ce que faut une position sur les jambes, fléchie, comment on fait? Alors, vous voyez, Stéphane est à la position dite d'adresse, derrière la balle. Il a une position des mains, on appelle le grip. La main gauche se trouve en haut, la main droite en dessous, pour un droitier.
Elles se joignent l'une contre l'autre en croisant les doigts en dessous. Ça, c'est la prise en main. La posture du corps de Stéphane est penchée pour permettre à Stéphane d'avoir les yeux juste au-dessus de la balle et au-dessus de son club. D'accord, pour avoir une bonne visée, quoi. Voilà, pour viser vers la cible. D'accord. Et en plus, et après, il n'a plus qu'à pousser. Et après, il lui reste plus qu'à faire un mouvement de l'arrière vers l'avant, suffisamment contrôlé dans son amplitude et dans sa rythmique pour aller jusqu'au trou. D'accord. Moi, ça me donne envie tout ça. J'ai envie d'apprendre le golf. On va voir si vous êtes un bon enseignant. Alors, indiquez-moi la façon de putter correcte que je dois adopter. Alors, tout d'abord, votre club juste derrière la balle. Sur votre club, vous avez un petit viseur, le petit trait blanc qui vous permet d'orienter vers la cible. D'accord. Le trou qui se trouve en face. Vos mains vont se rapprocher l'une de l'autre. Très bien, vous avez donc écouté que la main gauche et la main droite se trouvaient dans cette position. Merci. Et votre regard juste au-dessus de la balle. Très bien. D'accord. Et ensuite, le mouvement. Un mouvement de balancière, on va le tester juste avant, on appelle ça un coup d'essai. Vous allez faire un petit mouvement à vide pour essayer de jauger votre distance par rapport à votre objectif. D'accord. Donc on vous laisse essayer. Est-ce que je dois être assez haut Près du sol, mais faites-le en observant votre cible pour jauger un peu votre force, intuitivement. Voilà. D'accord. Maintenant, les jeux sont faits, rien ne va plus. Et ensuite, il y a la puissance qu'il faut... Il va falloir répéter votre coup d'essai avec la balle. Et vous passez par le trou en un. D'accord, c'est presque du curling, là, comme ça. Hein. Alors, la puissance là, elle y était, mais un peu de trop. Et, oui, légèrement. Et la précision bien, vous êtes passé par le trou. D'accord. Donc, elle serait peut-être tombée dans le trou. Voilà, tout à fait, oui, il manque le trou. Un petit peu court. Voilà, presque. Merci beaucoup de cette démonstration. Je vais demander quand même un petit mot à Stéphane. Allez vous asseoir, Wilfried et Stéphane. Pour l'occasion, je vais vous demander les prochaines compétitions qui nous attendent donc au golf de la Forêt d'Orient. Stéphane, si vous avez les dates en tête. Les dates, je les ai pas en tête. C'est pas bien. Par contre, il est évident que tous les dimanches et jours fériés, il y a des compétitions. Oui. Après, si je pose la question à M. Ekman, il saura... Ou à Pascal. Ou à Pascal, je pense qu'il saura mieux vous dire les dates. Tout à fait. On a effectivement à peu près 80 à 85 journées de compétition par an. Il y a effectivement tous les week-ends des compétitions qui sont sponsorisées soit au niveau national par des grandes marques, soit au niveau local par des acteurs locaux. Oui. Et ça, effectivement, ça attire pas mal de monde. Notamment hier, nous avions la compétition Martine Roussel Voyage qui a amené 106 personnes en fréquentation du golf, dont 13 tout petits entre 4 ans et à peu près 12 ans, je crois. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais l'accès aujourd'hui à l'école de golf est très important. Il faut savoir que l'avenir du golf aujourd'hui est entre les mains des petits. Ouais, on a pu le voir, de toute façon. Tout à fait. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le baby golf... Le baby golf démarre. Bon, on a pu le voir dans les tribunes, il y a des jeunes, à partir de 4 ans, on peut jouer au golf. Tout à fait, oui. Stéphane ? On a un baby golf avec 10 enfants, dont le plus petit est à 3 ans et demi. Et il prend du plaisir, il est là tous les dimanches. Et voilà. Sinon, l'école de golf par elle-même, c'est 80 enfants jusqu'à 18 ans. D'accord. Sachant qu'il y a 3 ans, nous n'avions que 4 enfants à l'école de golf. Nous sommes passés de 4 à 80 en 2 années. Comme quoi. C'est énorme. C'est vrai que c'est énorme. Et puis je pense que la structure est là, les pros sont là aussi. Il y a vraiment un ensemble de choses qui font que les gens se sentent bien dans notre golf. On a su créer une convivialité. Les parents s'y retrouvent parce que la structure permet effectivement d'avoir d'autres choses que le golf sur place. Et ça, c'est très important. Parce que le golf est très chronophage et quand les enfants jouent, c'est quand même assez loin. Hein. Le golf n'est jamais en ville. Non. Et ça permet effectivement aux mamans de rester ou de jouer ou de se mettre au golf. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de gens qui se mettent au golf. Ouais. Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir pour parler justement du domaine du golf de la Forêt d'Orient. En attendant, on regarde ce qui va se passer la semaine prochaine, donc dans notre département, avec dès mercredi la nocturne du centre-ville de Troyes, c'est du cyclisme. Elle se déroulera rue du Général de Gaulle. Le départ est fixé à 20h45. Et puis dimanche, sur les flancs de Bar-sur-Aube, à la colline Sainte-Germaine pour être précis, le départ du trail de la Côte des Bars, 18 km ou bien 24 à partir de 10h. Voilà, ce journal est terminé. Je remercie encore nos amis golfeurs d'être venus nous rendre visite. Et puis je vous enjoins à aller au golf donc de la Forêt d'Orient. Merci beaucoup d'avoir donc assisté à ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal des sports. À très bientôt. Au revoir.
messieurs.